On va reprendre sur la dernière plénière de cette première journée d'ouverture. Alors, en accueillant Alexandre Farneau avec plaisir, Dominique Libaud, qui devait venir, a été empêché en dernière minute. Mais on a la chance vraiment, et on le remercie très chaleureusement, d'avoir la présence d'Alexandre Farneau qui a sauté dans un avion pour venir nous rejoindre à son retour de vacances et nous parler du service public territorial de l'autonomie. Alexandre Farneau est le bras droit de Dominique Libaud, qui est le directeur de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale et qui a été de multiples fois missionné pour travailler autour du grand âge, de l'autonomie et de tout ce qui tourne autour de l'accompagnement et de la prise en charge personnes âgées et personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est ce qui est sorti du dernier rapport et du dernier groupe de travail qui a été mené par donc Dominique Libaud et Alexandre Farneau, et donc qui va nous exposer pendant à peu près une demi-heure, 35 minutes, ce service public territorial de l'autonomie. Ensuite, on aura un temps d'échange avec vous, avec toutes vos questions. Voilà, merci. Merci Eliane, merci à toutes et à tous. Merci de m'accueillir, donc un peu au pied levé, mais avec un réel plaisir, parce que finalement je prolonge quelque part aussi un petit peu mes vacances, hein, je reviens juste de congé, donc vraiment je tiens à excuser Monsieur Dominique Libaud qui aurait vraiment voulu et qui souhaitait participer et échanger avec vous directement, mais je pense qu'il aura l'occasion de vous revoir, soit directement dans vos différentes structures ou à l'occasion de d'autres colloques. D'ailleurs, toujours très ouvert, et nous sommes très ouverts à vos retours, vos impressions. Je le dis toujours en amont, mais on est toujours, je sais, assez sollicité par vous, mais n'hésitez pas toujours à nous interpeller. On vous écoute avec bienveillance et avec toujours beaucoup d'intérêt. Remercier également la FACS, la FACS nationale et la FACS Occitanie, pour l'organisation de cette 3e université. Je suis agréablement surpris qu'aujourd'hui, ces organisations de la coordination des réseaux aujourd'hui trouvent un vrai moment, une rencontre importante au cœur de l'été pour discuter sincèrement, de manière très ouverte, très libre. Donc ça, je trouve que c'est toujours des moments très importants pour nous. Et puis aussi l'université qui nous accueille, bien sûr, l'université Champollion, pour ces locaux que je découvre avec grand plaisir dans le sud. Il fait un peu chaud aujourd'hui, mais c'est plutôt agréable pour un Parisien. J'ai le droit d'enlever ma veste, c'est vrai. Non, je le ferai plus tard. Et également remercier l'ARS Occitanie et son directeur, Pascal Durand, qui est ici représenté. Donc, étant moi-même un ancien de l'ARS Île-de-France, j'ai toujours plaisir à discuter avec mes collègues des ARS, maintenant que je travaille au secrétariat général du ministère. Alors, l'objectif, c'est effectivement de vous présenter ces travaux issus d'une réflexion qui a débuté, si on fait un petit peu la genèse, il y a un petit peu de temps quand même. Tout ça n'est pas venu en 6 mois ou 1 an, c'est pas vrai. Vous avez plusieurs étapes, alors que je vais faire rapidement. En plus, on a changé un peu la présentation. Voilà. D'où vient ce service public territorial de l'autonomie? Alors, il manque une étape ici, la présentation de cette démarche. Si on fait vraiment l'origine de nos réflexions qui ont abouti à ce rapport, il faut remonter à pas si longtemps que ça, mais un petit peu. Il y a je salue certains collègues dans la salle autour de l'expérimentation PAERPA, qui a commencé autour des années 2010, 2011, 2012, et puis sur les territoires un petit peu plus tard, vers 2014-2015, où j'ai eu la chance, surtout l'honneur, d'être le dernier chef de mission projet national. Vraiment, quand on regarde ce rapport et d'où les idées ont émergé, ont commencé à être testées sur les territoires, discutées avec vous, avec les acteurs, c'est vraiment autour de cette période-là, au milieu des années 2015, 2020, où a émergé ce besoin de réflexion autour de cette notion de service public territorial que l'on a, je dirais, il nous est paru un petit peu évident au cours de nos travaux petit à petit, mais il faut se reporter à ces travaux-là. Alors, il y a un document qui n'est pas très connu, qui a malheureusement pas fait l'objet de beaucoup de publicité, mais je tiens vraiment à le souligner parce qu'en plus, il a été fait par une collègue. C'est le rapport parlementaire PAERPA. Alors, il est sorti au mauvais moment, comme beaucoup de choses, c'est-à-dire juste
mai, je crois, il est sorti en mai, enfin officiellement en mai 2020, donc pendant la pandémie. Donc la fin de l'expérimentation PAERPA, fin 2019. Rapport quasiment 6 mois après au Parlement. Vous le trouverez bien entendu sur différents sites. Regardez-le parce que vous y trouverez quand même, je veux dire, une synthèse de cette démarche-là, de toutes ces questions de coordination autour de la personne âgée. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas PAERPA, c'était vraiment autour de la question de la perte d'autonomie, autour de la personne âgée, mais qui était déjà un petit peu les prémices de nos réflexions. Il faut citer, bien sûr, une étape importante, c'est le rapport de M. Libault, là, autour concertation grand âge et autonomie, là également, qui est sorti en 2019, autour d'une grande concertation nationale, avec peut-être que qui est très inspirant, je trouve, encore pour beaucoup d'acteurs, parce que vous y trouverez beaucoup de choses, comment dire, de propositions, pas de choses, mais de propositions très concrètes pour les acteurs. Vraiment j'aime pas le terme de boîte à outils parce qu'il est tellement éculé, mais vous avez vraiment des actions très concrètes pour les territoires pour améliorer la prise en charge des personnes âgées. Bien entendu, c'était le champ et l'autonomie, mais véritablement là aussi, vous avez des éléments de la substance de ce rapport sur le service territorial d'autonomie qui sont issus directement de ces travaux-là. On avait fait des ateliers à l'époque, pour la petite histoire, puisqu'on est dans une université, on peut refaire un petit peu le fil. On appelle toujours ça le droit au parcours. C'était l'atelier droit au parcours des personnes âgées, droit au parcours. On travaillait sur ces questions-là, sur cette notion un petit peu abstraite, mais qui concrètement s'appuyait sur des expériences, sur des organisations collectives, individuelles, et qui a mené à cette démarche. Et donc, par une demande des 3 ministres de l'époque, donc M. Olivier Véran, Mme Bourguignon et Mme Cluzel, M. Libault a été missionné pour organiser une réflexion, un temps d'écoute, un temps d'échange, de concertation. La lettre de mission, il n'y a pas du tout la mention du service public territorial de l'autonomie. On l'a fait émerger au cours de nos ateliers. Certains, d'ailleurs, peut-être ici, ont pu écouter ou participer à ces ateliers. Elle a émergé à peu près au bout de 6 mois. L'origine de cette demande des ministres de l'époque était de travailler sur les maisons de l'autonomie, qui avaient un petit peu de mal à émerger, où la labellisation de la CNSA était quand même assez délicate. Également, le deuxième grand axe de cette lettre de mission était autour des dispositifs d'appui des DAC, puisque dans cette lettre de mission, il était demandé à M. Libault de regarder un petit peu l'évolution, les dynamiques territoriales qui se faisaient ou qui ne se faisaient pas autour de la loi, des suites de la loi, et donc de proposer des choses. Et voilà, c'est un petit peu l'environnement et l'objet qui nous a amené à ce rapport que nous avons publié très astucieusement le 17 mars 2022. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais le 18, il n'y avait plus possibilité de communication, quoi que ce soit pour l'ancien gouvernement, pour l'ancienne mandature. Donc on a fait ça juste à temps. Alors comment on a fonctionné? Je pense qu'il n'y avait rien d'original, mais par un souci de transparence, de vous montrer que voilà, on a fait sous forme d'atelier participatif, par visio. Parce qu'avant, on avait plutôt l'habitude de faire ça en présentiel. C'était une autre organisation, mais bon, finalement, c'est pas trop mal dépatouillé avec tout ça. Donc voilà, je vous les passe très rapidement, mais qui y avait dans ces ateliers? C'était très ouvert. Je reviendrai là-dessus. À la fois pas uniquement des gens de la coordination que vous êtes, des organisations émergentes, mais des praticiens hospitaliers, des médecins du premier recours, des organisations sociales, médico-sociales, des fédérations, des professionnels, des experts, des professeurs d'université. Enfin, je pense que ceux qui ont pu y assister ou ont eu écho, peut-être si ça a un peu circulé, des comptes rendus, c'était extrêmement hétérogène, très varié. Et on peut être satisfait, je pense, de ce groupe de travail, qui est très large. Il n'y avait pas non plus notre état d'esprit par rapport à ça, c'est que voilà, tout le monde pouvait venir, il fallait un peu frapper à la porte, bien entendu, mais globalement, il n'y avait pas d'interdiction, ce qui a donné quand même des échanges extrêmement libres, très sincères, sur la réalité aujourd'hui de notre système de santé et son organisation. Voilà, vous avez un petit peu les différents éléments, mais je passerai rapidement. Alors, ça, vous connaissez, je pense, alors vous avez énormément de déclinaisons dans vos structures, faites par les ARS. Enfin, on reprend, nous, assez classiquement, quelque chose que nous avons travaillé avec l'ANAP,
sur la multiplicité, vous connaissez ça par cœur, c'est pas la peine de vous dire. Simplement, à chaque fois qu'on présente ça, un peu le retour, hein, maintenant, parce qu'on fait un petit peu le service après-vente du service public territorial de l'autonomie auprès des élus, bien entendu, des fédérations, des acteurs, on est toujours très étonnés, ils sont toujours un peu dénus quand on leur montre une petite partie du panorama des acteurs qui sont autour des personnes âgées ou des personnes handicapées. Et là, on a vraiment un petit aspect, mais je pense que vous connaissez cette présentation. Pour vous, elle n'est pas inconnue. L'idée de tout ça, c'est qui nous a animés, c'était quand même de partir, de renverser un petit peu par rapport à la commande qui avait été faite initialement, de repartir toujours de l'usager. Aujourd'hui, quels sont les besoins de l'usager et qu'est-ce que nous disent les usagers et les aidants, bien sûr, de notre organisation du système de santé et de leur prise en charge autour de la question de l'autonomie. Alors oui, en fond, peut-être, parce que je sais que là, effectivement, dans la coordination, maintenant, depuis la loi, vous avez un spectre qui est extrêmement large. Hein. Vous êtes censé faire tout âge, toute pathologie dans vos missions. Bon, là, on s'est quand même concentré sur, principalement, la question de l'autonomie qui représente... je ne sais pas, à vous de me dire, hein, c'est vous qui êtes sur le terrain, bien entendu, entre 60 et peut-être 80% de vos activités entre les personnes en situation de handicap et les personnes en perte d'autonomie. On voit bien que c'est quand même le gros, la grosse majorité des personnes que vous recevez dans vos organisations. Donc c'est quand même de partir toujours de... Voilà, pour vous dire plus directement. Très vite, on s'est aperçu que si on parlait de dispositifs dans notre rapport ou dans les conclusions que nous allons mettre en place, on se trompait de bataille. On allait encore une énième fois reparler, refaire, valider, labelliser des choses qui existaient déjà, qui fonctionnent ou qui fonctionnent moyennement, peu importe, mais en tout cas, on n'arrive pas à capter et à investir la question des organisations et l'amélioration de la prise en charge des personnes et l'organisation des professionnels. Donc, on a, tout ça n'est pas très original, renversé un petit peu la table par rapport à la lettre initiale qui nous a été demandée et de partir aujourd'hui des difficultés de l'usager et du système et dans son organisation. Ça n'a rien d'original, hein, mais on a tiré ce fil-là avec des choses que vous connaissez, donc je vais passer très rapidement pour arriver plus sur l'objet, mais ça nous a amené quand même à voir que, voilà, on avait une difficulté systémique sur la qualité de l'information, sur les disponibilités des ressources entre les acteurs. Tout ça, vous connaissez ça par cœur. Et surtout, ce qui nous surprend toujours quand on vient vous rencontrer, quand on dialogue avec vous dans des colloques, quand on vient discuter avec vous, c'est, pas vous la coordination, mais vous les acteurs de la santé et du social, c'est souvent la difficulté de communication, de connaissance des ressources et de qui fait quoi dans les territoires. Ça, c'est un trait commun. À chaque fois, la meilleure preuve de tout ça, c'est à chaque fois je fais un rappel à des souvenirs à Eliane ou à d'autres personnes ici présentes, c'était ah, mais c'est bien de se rencontrer. C'est bien de se rencontrer entre le directeur de tel établissement, l'infirmière libérale, le médecin de la MSP ou de son cabinet, le directeur d'établissement, le chef de service. Finalement, on a un système où les acteurs, j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est même plus une impression, aujourd'hui on en a une certitude, ne travaillent pas suffisamment ensemble, ne se connaissent pas, ne connaissent pas leur culture collective, et on arrive aujourd'hui à un système qui a du mal à affronter les enjeux et les défis de la complexité, de la chronicité, du manque de ressources, des difficultés de prise en charge, etc. Donc, je vais vous passer rapidement à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, chaque acteur, finalement, est amené à être renvoyé vers d'autres acteurs. Et avec comme principale conséquence d'avoir des allongements de délais de prise en charge. Et ça, c'est... Je ne dirais pas que c'est universel, mais parce que dans des territoires, ça fonctionne mieux que d'autres, bien entendu. Mais on est quand même dans cette situation-là. Et je vais c'est quelque chose qui nous a tout de suite interrogés et sur lequel on s'est quand même bien appuyé, même si c'est arrivé dans l'écriture, si vous voulez un petit peu savoir le background, la cuisine, un peu arrivé un peu tard, mais on a fait une enquête que je vous conseille véritablement à aller regarder, je vais vous en passer 2-3 slides, mais très rapidement, sur le verbatim. On a demandé à la DITP, verbatim des aidants et des familles et des personnes qui sollicitent aujourd'hui les services de santé sociale. Et je vous invite vraiment à voir ce travail. Donc ça n'a pas été fait par nous, ça a été fait par la DITP qui a mandaté, on a choisi 3 territoires où ils ont
voilà, ils ont fait vraiment des enquêtes très approfondies avec les personnes qui utilisaient la MDPH, qui étaient les services sociaux, qui étaient les services des médecins, de l'hôpital, et ils sont allés récolter, voilà, dans la prise en charge, comment eux, voilà, quel est leur ressenti, comment ils voyaient notre système, quelles étaient leurs difficultés et leurs qualités aussi. Donc vraiment, je vous invite, je vais le faire très rapidement, mais voilà, ça donne ça, donc il y a plein de verbatim, vous pouvez lire, regardez, peut-être vous retrouverez ou pas. Vous avez déjà entendu ça, enfin en tout cas je le pense sincèrement. Regardez ça, ce sont des matériaux extrêmement précieux pour vous, pour vos interventions, pour vous légitimer, pour bien montrer aujourd'hui les failles de notre système. Et quand même, quand on ressort de la lecture de ce rapport qui est annexé au nôtre, on est quand même assez interrogatif, on n'est pas très satisfait de ce que nous produisons collectivement quand même, sincèrement. La question numérique est arrivée extrêmement rapidement, la question de la présence, la capacité d'écoute des professionnels de santé, des professionnels sociaux, enfin tout ça aujourd'hui, enfin on ne peut pas en une demi-heure tout développer, mais vraiment je vous invite à faire ce travail, à regarder si vous avez un petit peu de temps, et à l'utiliser bien sûr, tout ça est libre, et à vous en servir. Je pense que c'est quand même des bons leviers pour interpeller les acteurs sur la manière aujourd'hui dont les gens ont la perception de notre travail collectif, hein, que ce soit santé sociale. Je vous le passe rapidement parce que tout ça. Alors, en synthèse, mais voilà, très rapidement, les citoyens considèrent que les réponses des professionnels sont trop cloisonnées, sont trop au silo, qu'il y a un manque de coordination dans l'accompagnement des acteurs. On va revenir sur cette notion-là, mais vous le savez mieux que moi, un manque de pratique et de reconnaissance des évaluations. Alors ça nous a aussi un petit peu interpellés, mais vous le savez, tout ce qui est évaluation pour accéder aux droits aujourd'hui, des redondances aujourd'hui, alors qu'il y a quand même des systèmes de reconnaissance mutuelle, malheureusement, malgré des textes, aujourd'hui, les pratiques ne sont pas là. Bon, constat d'échec pour le coup. Donc, comment on fait pour améliorer tout ça? Redondance des démarches administratives, bon, tout ça, vous le savez. Et je passe parce que tout ça, bien entendu, c'est des choses. Donc, des réponses trop cloisonnées, je vous fais passer tout ça, mais vous le savez. Donc, un manque de coordination entre les acteurs, un manque de connaissances, tout ça, coordination. Ah oui, c'est vrai, on avait mis des couleurs, excusez-moi, je n'avais pas vu. Voilà. Bon, tout ça, je pense que c'est des choses que vous savez, mais c'est une présentation qu'on fait devant les élus, qu'on fait devant les financeurs, etc. Et ça interpelle quand même. Hein. Vous avez quand même des gens qui tombent un petit peu aussi de l'armoire quand on présente tout ça. Autre point, une vision assez intéressante que je trouve assez nouvelle qu'on a réussi à sortir à travers ce rapport, c'est cette vision du parcours que je trouve à discuter bien entendu, mais que nous a travaillé la DTP. Le parcours, ce n'est pas quelque chose de linéaire, mais on avait plutôt des représentations souvent, je me rappelle Eliane, tu vois, en fracture, en silo comme ça, avec des pics d'intervention, d'intensité. Et je trouve que la représentation qui a été faite dans ce rapport-là n'est pas inintéressante, de voir que finalement la coordination, on est vraiment sur en fait une spirale un peu infinie, quoi qu'on en dise, entre les acteurs, où l'usager, c'est toujours vu l'usager tout ça, hein, est toujours confronté un petit peu aux mêmes acteurs, mais à des moments différents, sur différents types de demandes. Voilà, c'est une autre manière de représenter notre système. Elle a pour but peut-être d'éclairer, de montrer les choses, mais elle est, je trouve, assez parlante. Alors, de manière, là, on rentre vraiment un peu plus sur le fond du rapport et ce qu'on a voulu pointer et voir ensemble. On a une difficulté historique, systémique, aujourd'hui, si on veut être un peu ambitieux et, on le pense, nous, améliorer beaucoup plus profondément et fortement notre système de santé, c'est cette double séparation entre les acteurs sociaux et santé dans l'accompagnement, la prise en charge des personnes. C'est véritablement la base de notre réflexion. On en est arrivé à une synthèse, on a mis un petit peu du temps, elle est facile à énoncer comme ça, mais enfin on a pris quand même du temps, sur aujourd'hui un système dual extrêmement fort entre les acteurs de santé et le système social. Et en matière d'autonomie, on parle du grand âge ou bien ce qui était la commande des personnes en situation de handicap, on voit bien qu'aujourd'hui, les gains d'efficience, l'amélioration du système, en tout cas c'est notre intime conviction, ne passera aujourd'hui que par une remise en cause assez forte des organisations, de la gouvernance et des modes de coopération entre les acteurs. Entre les acteurs de santé, entre les acteurs de santé eux-mêmes,
hôpital, ville, bien entendu, mais pas que, surtout pas que, avec les acteurs de santé. Je ne dis pas le médico-social, parce qu'on a créé effectivement, en France, on a une histoire sur le médico-social, mais on a pointé volontairement le social pour interpeller les collectivités locales et le département. On voit bien que vous vivez dans votre quotidien beaucoup de situations, vous êtes dans une interaction extrêmement forte entre les acteurs sociaux, les aides des acteurs sociaux qui dépendent du département, des collectivités locales, et de l'autre côté, des aides, des appuis techniques des professionnels de santé. Et ce qu'on a fait émerger, ce qu'on a peut-être pas révélé, mais enfin en tout cas posé comme débat dans ce rapport, c'est véritablement cette dualité historique, dualité qui aujourd'hui, et peut-être vous l'avez vécu aujourd'hui dans les modifications des organisations, des structurations, vraiment des antagonismes, des difficultés d'organisation, de culture, de même, je dirais même prenons des exemples très concrets, de territoire. Est-ce que les territoires en matière d'intervention, en matière de santé et sociaux peuvent être un petit peu organisés ou harmonisés? Vraie question de fond. On voit bien que si on a des territoires qui ne se croisent pas ou ça ne s'enchevêtre pas, on voit bien que c'est toujours un peu plus facile pour organiser la coordination des acteurs. Donc c'est tout ça qu'on a mis un petit peu sur le tapis, mais aussi de voir que derrière, on a une logique de droit objectif et de droit universel qui n'est pas totalement remplie et qui est financée au niveau national. Donc on a une enveloppe, on pourrait se satisfaire ça, d'affirmer un droit à, etc. Mais finalement, une logique d'aide sociale complètement décentralisée et qui provoque des inégalités territoriales, des inégalités d'accès. Si je prenais un exemple qui est en voie de résolution, qui n'a pas choqué grand monde pendant un temps, c'était le tarif, tout simplement, de l'heure d'aide, je vais y arriver, d'aide ménagère, d'aide sociale au niveau des départements. On avait des départements qui payaient ces aides à domicile, 17-18 euros versus 26 euros. Est-ce qu'on se satisfait aujourd'hui des départements en fonction des couleurs politiques, de l'histoire, d'avoir ce type de public sur l'aide à domicile? La question a été tranchée aujourd'hui. On est plutôt vers une convergence tarifaire autour de 23 euros, ce qui est en place. Donc je pense qu'on est quand même sur un peu plus d'égalité, d'équité sur les territoires. Il y a aussi dans notre organisation une limite très forte que nous avons vue, mais qui est le résultat finalement moi-même en premier chef, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé à un bout d'un processus d'initiative, de foisonnement d'initiatives depuis une quinzaine d'années, on va dire à peu près, enfin soyons un peu larges, bonnes, mauvaises, qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, et on est arrivé au bout de cette logique-là. Si on reprend un petit peu l'organisation des DAC, ne pas oublier que historiquement, il y avait les réseaux avant, il y a eu à un moment donné les CTA de PAERPA, vous avez eu les PTA, qui étaient finalement, pour ceux qui les ont connus, un petit peu la généralisation de cette initiative PAERPA autour des PTA, et quelques années après, volonté d'étendre cette dynamique-là de coordination à toute pathologie, toute personne, et de créer des DAC autour d'une nouvelle loi d'organisation de la santé. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est un peu cousu de fil blanc, mais vous voyez bien qu'on est arrivé aujourd'hui à la fin peut-être de ces initiatives qui ont eu leur raison d'être, qui ont permis aussi de trouver des réponses. Je pense que si on n'avait pas eu toutes ces initiatives, que ce soit sur le numérique, j'ai toujours une pensée assez émue pour tout ce qui avait été fait autour du numérique, parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui ont eu affaire au premier logiciel de coordination en ont souqué pas mal. Mais on a dû passer par ces étapes-là pour aujourd'hui avoir une vision un petit peu plus large et plus globale de notre organisation. Et il demeure aujourd'hui toujours des hiatus entre ces organisations mises en place qui aujourd'hui sont encore là. Il y a un hiatus entre la promesse qui est faite d'organisation et de coordination, hiatus vis-à-vis des usagers, et le vécu des professionnels, qui est deux choses différentes. Un point qui est assez important, que je développerai aussi un petit peu plus tard, enfin si j'ai le temps, mais on pourra en discuter. Nous avons aussi dans une conviction dans ce rapport-là, qui est très présente,
et qui met en jeu cette relation entre l'État et les collectivités locales que je vous disais, c'est de ne pas séparer des organisations pour des professionnels de santé et des organisations pour les usagers. On a une conviction, alors après elle peut être avec des modalités différentes d'organisation, mais il faut impérativement que les services qui soient au service de l'usager parlent avec les professionnels et que les services des professionnels, sociaux ou sanitaires, parlent avec les services qui sont au service de l'usager. Et là, on voit bien l'antagonisme et le hiatus, aujourd'hui structurel, de gouvernance entre, si on caricature, les collectivités locales plutôt vers le service à l'usager, très directement, qui parlent un peu moins avec les professionnels, et des services plutôt gérés par l'État, services de santé, qui ont plutôt voulu faire des organisations pour des professionnels, pour appuyer la coordination des professionnels. Mais on voit bien qu'au demeurant, qu'est-ce qui est l'important, c'est la personne, c'est l'usager. Et recréer des silos, ou en tout cas des organisations qui ne sont pas suffisamment, je dirais, en dialogue, en communication permanente, on voit bien qu'on a là encore la création de difficultés, de perte de temps, de perte de chance, parce qu'on a des organisations différentes, des modalités de financement différentes, etc. etc. Là, on reprend quelque chose qui nous est... qu'on a repris, mais M. Libaud travaille aussi beaucoup avec M. Pifto. Donc, on vient sur des approches extrêmement cohérentes, centrées sur la personne, sur ce parcours de vie, sur ce respect-là. Donc, je vous laisse apprécier tout ça, mais je pense que ça, c'est des choses aussi qui ne sont pas un peu inconnues pour vous. Et donc, à la suite de ça, on a le sentiment de dire que si aujourd'hui nous ne changeons pas de manière assez profonde nos organisations et ces principes-là, nous allons avoir beaucoup plus d'absence et d'inadéquation dans les ruptures et les prises en charge que vous connaissez déjà. Donc si on ne modifie pas cette organisation, ces dynamiques-là entre l'État, les collectivités locales et vos organisations de santé sociale, on est sur ce phénomène-là. Et que derrière, on ne remplit pas notre mission, c'est cette approche globale de la personne qui vient du domicile jusqu'à l'établissement, etc., que vous connaissez mieux que moi. Et donc répondre à ce défi de l'autonomie que nous mettons dans nos différentes organisations, dans nos principes, etc. Alors, je vais passer là-dessus parce que j'en ai dit 2 mots, mais tout ça, notre rapport s'appuie bien entendu sur ce que vous faites sur les territoires. On n'a pas fait ça, voilà, on ne s'est pas sorti comme ça un beau matin, au petit matin des pots minés. Non, non, non. On s'est appuyé sur des choses qui fonctionnent. Donc on est allé voir, on a discuté. Mais le constat est que là où ça fonctionne, c'est très fragile. Là où parce que vous n'avez pas l'enveloppe réglementaire, vous n'avez pas l'enveloppe législative qui vous permet de sécuriser vos organisations qui arrivent à, je dirais, mutualiser, coordonner très efficacement les actions du département et les actions de l'ARS. Ce sont des conventions entre le département, l'ARS, entre les acteurs, entre les différents opérateurs, assez fragiles et surtout pas répandues, et qui aujourd'hui ne vous donnent pas une stabilité, qui ne donne pas aux acteurs de la coordination, qui ne donne pas au système des garanties d'équité et d'accessibilité pour le territoire. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a pris comme les bons élèves? Non, il n'y a pas de bons élèves, bien entendu, mais là où on est allé, on a creusé un peu plus les choses. Bien sûr, le Morbihan, on est allé, nous a beaucoup inspiré, donc on en remercie. Vous avez également le 78, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, la Corrèze, parce que je salue une collègue, une amie ici présente. Voilà, Nancy, mais ça, il ne faut pas trop le dire, parce qu'il y a tellement de louanges sur Nancy que voilà, on va arrêter. Non, non. Mais bon, vous voyez qu'on s'est quand même appuyé sur des choses très concrètes dans les territoires. Alors, tout ça nous a amené à poser le souhait, la proposition de créer, de former un nouveau service territorial de l'autonomie. Un service vu des usagers qui va réunir plusieurs acteurs publics. Alors, il y a eu pour dire les choses, il y a eu un dialogue, savoir ce qu'on disait, service public de l'autonomie, service de l'autonomie. Il y a eu un débat assez intéressant. Finalement, on s'est arrêté plutôt sur la notion de public parce qu'on ne voulait pas aller trop loin dans cette volonté de prendre d'autres opérateurs autour de l'aménagement, etc. Enfin, on serait allé beaucoup trop loin
dans notre, et nos limites aussi, hein, mais on s'est concentré véritablement sur le service public de la santé et le service public social. Mais on pourrait aussi penser à un service public de l'autonomie au sens plus large, mais objectivement, on n'est pas prêt à aller sur ces terrains-là, ou du moins de manière trop abstraite et pas suffisamment concrète, parce que globalement, tout ce qu'on a proposé, ce sont des choses extrêmement concrètes et très accessibles. Je veux dire, on n'est pas dans trop de théorie. Alors, un service qui serait donc ouvert aux usagers et aux professionnels, donc je dis bien que cette double dimension pour nous est fondamentale. Donc on ne pense pas ça uniquement pour un service aux professionnels de l'hôpital, de la médecine du premier recours, des services sociaux. Non, on pense également aux usagers, on met les aidants également, donc c'est un service qui prend ces deux facettes-là très importantes. Un service qui est bien sûr ouvert, donc ça je l'ai dit. Alors, le petit bémol, ce n'est pas un nouveau dispositif. Voilà. Eh oui, bah oui. Je suis là aussi pour vous dire ça. Vous allez voir pourquoi. Si vous avez, alors j'espère pas que vous avez vu ça pendant vos vacances, c'est peut-être un peu relatif, mais non, on n'est pas sur la construction, c'est pas un nouvel acronyme qui va remplacer les DAC, les MSP, les CPTA, etc. Non. C'est derrière ça, le service public, c'est affirmer un nouveau principe dans notre organisation de santé sociale qui va permettre d'organiser à la fois les acteurs de la santé et à la fois les acteurs du social. Mais les organisations sont faites à ce stade à organisation constante. On ne refusionne pas. C'est les territoires qui trouveront les équations, les organisations, les fusions, les réorganisations, vous permettant de remplir les objectifs que nous nous serons assignés collectivement à travers le service territorial de l'autonomie. L'objectif, ce n'est pas de créer un nouveau DAC, de créer un nouveau... Non, les objectifs, c'est l'efficacité dans les délais de réponse. Vous allez voir, je vais développer tout ça. Dans les interactions entre les professionnels, dans les niveaux de prise en charge, dans les délais, etc., dans les ressources et dans la planification. Donc on n'est pas sur un nouveau dispositif, mais par contre, on a la prétention de dire que le service territorial de l'autonomie est un petit peu entendu comme ça, comme étant un nouvel objectif commun, nous permettant de pouvoir mieux travailler collectivement à travers un concept, effectivement, juridique, un concept santé, social, permettant aux acteurs de la santé locale et au niveau national de se regrouper et de se réorganiser pour atteindre ces nouveaux objectifs. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. J'espère. Il y a quoi à l'intérieur? Donc, on a finalement un peu théorisé qu'est-ce que vous faites au quotidien. Alors, pas vous, la coordination, mais globalement, qu'est-ce que serait ce grand service public territorial de l'autonomie? Qu'est-ce qu'on y mettrait à l'intérieur? Eh bien, de manière extrêmement simple, on a toutes les phases de la prise en charge du parcours, de la prévention jusqu'à la prise en charge la plus extrême, la plus haute, la plus délicate, la plus difficile, encore que la prévention ne soit pas facile, mais je dirais la plus aiguë dans la prise en charge. Donc 4 blocs de mission qu'on a réussi à révéler à travers nos ateliers, mais là où il y a une petite subtilité, enfin elle n'est pas très grande, c'est que ces missions, il y aurait une obligation, alors qu'on a nous appelé interfacée, alors si vous trouvez d'autres choses, on est ouvert, hein. On a bien aimé le passage de relais, c'était une expression qui est apparue beaucoup dans nos... Mais une obligation de passage de relais entre les acteurs de la santé et du social en fonction des organisations. La MDPH, vous devez être en relation avec la MDPH. Ou la MDPH doit être en relation avec vous. Vous prenez ça comme vous voulez, mais aujourd'hui, ce serait plus facultatif. Et de la même chose pour les MSP ou les CPTS, une obligation de travailler en commun, d'avoir des objectifs communs vis-à-vis de l'usager dans ce cadre-là. Et donc, finalement, pèserait une nouvelle responsabilité collective, mais pas uniquement pour le secteur de l'hôpital, le secteur du premier recours, le secteur du médico-social avec les établissements ou le secteur social, mais une nouvelle responsabilité collective, territoriale. C'est pour ça qu'il y a encore à travailler sur cet objectif national, objectif territorial, mais véritablement, on est dans ce travail-là.
Donc les 4 modes de mission, objectivement, il n'y a rien d'original. Hein. Vous allez voir. Hein. On est peut-être fiers d'une, mais pas de toutes. Information, accueil, orientation. Bon. Instruction des droits. Là, on est véritablement dans les pouvoirs très forts, je dirais un peu plus que si on prend le versus social, du département. Ouverture des aides, MDPH, APA. Si on reste dans le champ de l'autonomie, bien entendu. C'est quand même eux qui délivrent ça. Alors, petit point entre nous, mais j'ai vu dans le 78 une très belle expérimentation où il y avait une délégation qui était faite sur les évaluations et d'ouverture de droit à des DAC. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est la première fois que je vois ça. Alors, il y a peut-être ailleurs, mais où il y a une délégation d'autorité pour attribuer une aide à des acteurs qui n'est pas un service du département, mais qui est une organisation type DAC, qui va elle-même instruire sous supervision du département et délivrer l'aide. Très intéressant à voir, mais je trouve de ce point de vue-là ça. La troisième mission, c'est là où vous êtes concernés, bien entendu, c'est les solutions concrètes et continuum de prise en charge. On est bien là dans toutes les organisations qui vont faciliter la coordination, la prise en charge au long cours de la personne ou dans un temps aigu, où vous vous situez là, vous, votre organisation, dans ce socle de mission très, très identifié, et on a mis ça en 4e, on a peut-être dû le mettre en premier. Bon, après, c'est la mention de prévention de repérage et d'aller vers. Mais vous pouvez vous retrouver aussi dans cette mission-là, parce qu'on a bien vu à travers la crise aussi la plus-value très forte de vos organisations quand elles allaient vers les acteurs ou au domicile pour aider ponctuellement les organisations à faciliter la coordination. Ouais, merci. Et effectivement, je suis là. Des 4 bonnes missions, cahier des charges nationales. Bon, je passe sur la gouvernance. Alors, pour rentrer un peu plus en détail, non, on va avoir sur la gouvernance parce que je sais ce qui vous intéresse tous. Regardez, on a essayé de commencer à faire un bout de cahier des charges, mais on travaille aussi avec la SNSA pour commencer à mettre des mots sur ce cahier des charges, à mettre des mots sur ses actions, à mettre des mots sur ses objectifs. On commence à le faire, mais avec vous. C'est quoi ces objectifs ? Au niveau national, ça va être assez, pas simple parce que ça va être assez compliqué, mais enfin le dialogue va être assez compliqué, mais c'est des objectifs d'efficience, de délai tout simplement. Délivrance d'APA, je ne sais pas dans vos territoires, c'est quoi en moyenne ? 18 mois, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, pas du tout. L'APA urgence, c'est combien ? Remettre un petit peu voilà, sur l'autonomie, des choses comme ça. Sur la MDPH, la même chose. Quel type de réponse ? Comment ? C'est ça hein, les objectifs, hein. En termes d'information. La réponse qui est apportée, le suivi, c'est ce genre de choses qu'il faudrait que l'on puisse mettre rapidement et concerter avec vous pour dire voilà quels seront les grands enjeux et quel type de service, le service public territorial, vous allez devoir répondre sur vos territoires. Et à la limite, peu nous chaud la manière dont vous voulez vous organiser. Est-ce que vous faites une DAC régionale, départementale, infradépartementale ? Objectivement, on n'a pas vu de bon modèle, hein. On a vu plusieurs modèles, plus ou moins efficaces, mais voilà. On pourra en reparler, mais toujours l'interaction. Si vous voulez, on peut développer, mais comme le temps passe, je vais aller directement, je pense, sur la question que Madame X, tout ça, je passe sur, parce que ça, vous connaissez par cœur. Alors, sur la gouvernance. Là, pour le coup, il y a une vraie réflexion, mais on pourra en parler, mais je vais passer rapidement sur la gouvernance nationale. On a une vraie réflexion sur ça, mais je vais la passer plus tôt. Par contre, ce qui nous paraît, nous, très important, une des conditions sine qua non du service public territorial de l'autonomie, c'est de vous faciliter la gouvernance au niveau local. Et donc, il faudrait, dans un monde idéal, pouvoir que vos organisations de gouvernance puissent être fusionnées au niveau local, ou trouver de nouvelles organisations, en tout cas de nouveaux, pour que tout cela fonctionne en même temps. Et donc, eh oui, création, mais oui, donc c'est arrêter certaines gouvernances, certaines tables tactiques, certaines tables stratégiques, certains comités X ou Y, pour regrouper, refaçonner tout ça autour de cette dynamique-là. Donc effectivement, recomposer la gouvernance au niveau local, avec un point majeur, qui est le chef de tout ça. Ah, est-ce que c'est l'État ou c'est les collectivités locales ? Parce que c'est ça la vraie question qui est de fond, qui est derrière, bien entendu. Eh bien, on n'a pas tranché. Ah ben non, ce serait trop facile. Non. Au final, enfin on a tranché sans trancher. On a dit que donc c'est pour ça qu'on créerait, c'est une proposition bien entendu,
une conférence territoriale de l'autonomie, peut-être qu'elle trouvera un autre nom, et avec comme présidence, on est obligé, enfin, aujourd'hui, ce serait le département, le président du département qui aurait la tête de ça, mais vice-présidence l'ARS. Vice-présidence l'ARS. Et à l'intérieur, une double légitimité entre la collectivité locale et l'État. Et c'est bien sûr dans cette articulation que va trouver le bon équilibre pour créer ce nouveau service public territorial de l'autonomie. Donc, comme je vous le redis sur le troisième point, autorisation de fusionner des gouvernances locales. Parce qu'on se trouve effectivement entre les CPTS, etc., de voir. Mais après, il faudra tester tout ça, mais on a vu que ça fonctionnait. Hein. Le Morbihan, ça fonctionne. Je vois des yeux qui s'est... Oui, n'ayez pas peur de lâcher un petit peu de pouvoir, d'en retrouver ailleurs, dans d'autres organisations, un peu plus globales. Donc je vous passe sur le niveau ministériel, et après je m'arrêterai là, la gouvernance locale. Tout ça, ce sont des propositions. Regardez ce que ça pourrait être. C'est une des présentations que l'on fait assez facilement. Je vous passe avec deux niveaux, un niveau stratégique et un niveau territorial, avec des compositions à voir, bien entendu. Tout ça, c'est dans le rapport, hein, c'est pas la peine de prendre encore quelques minutes. Après, on pourra échanger et faire des réflexions. Et donc, on a vraiment une décision stratégique qui serait de la compétence du département et de l'ARS. Ça, c'est très important. Pour nous, à mon avis, c'est le cœur aujourd'hui. On voit bien qu'on ne peut pas, on ne va pas recomposer ou sinon repasser. Pour vous dire les choses très clairement, on est à la limite dans ce rapport-là entre les compétences des collectivités territoriales et les limites des compétences de l'État. On est sur la ligne. On est sur zone un peu floue où chacun doit trouver une articulation entre les deux. Et on voit bien que votre métier, enfin le métier de la coordination, c'est un peu cette zone grise où il faut interpeller les métiers de la santé et de l'autre côté interpeller les métiers du social. Donc qui est aujourd'hui compétent? On ne va pas... Aujourd'hui, il n'y a pas de projet de enlever la compétence sociale aux collectivités locales, enlever la compétence santé à l'État, en tout cas, pas vu, pas à discuter, mais enfin, bon, c'est pas l'air d'être... Donc, comment on fait? Institution constante. Donc, et après, l'articulation de tout ça, donc, de cette conférence territoriale, on met les différents blocs, les 4 blocs, et à l'intérieur, vous avez les différents dispositifs qui s'articulent entre eux. Alors voilà, après je vous passe, mais on pourra en discuter, mais le dialogue est plus important que cette présentation-là. Mais vous voyez bien que cette conférence territoriale aurait plusieurs niveaux, au niveau régional, etc. etc. L'idée aussi, c'est de créer, juste une dernière minute par rapport à ça, et après on pourra en discuter. On voit bien que vous pouvez ouvrir, par exemple, la conférence des financeurs. Ce serait une nouvelle conférence des financeurs prise dans ce bloc-là, mais qui interagit avec les autres commissions. Commission, par exemple, si vous faites une grande commission au niveau départemental sur l'accueil et l'information, avec tous les dispositifs d'accueil et d'information, elle sera en lien avec cette conférence des financeurs. Aujourd'hui, est-ce que la conférence des financeurs dialogue bien avec les services du département ou les initiatives de l'ARS en matière d'accueil, d'information, etc. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà, alors qu'on construit tout ça, vous les avez, vous connaissez tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Alors, juste, je finis là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un nouveau gouvernement, de nouveaux ministres. Donc, bien écoutez, on fait ce que je fais là, c'est-à-dire on présente, on discute. L'accueil est plutôt bon. Non, pour vous dire les choses, on sent que c'est... Il faut dire les choses assez simplement, hein. Il y a quand même de fortes tensions entre l'État et les collectivités locales sur ces aspects-là. Il va y en avoir de plus en plus, compte tenu des enjeux, des tensions financières, de la difficulté des ressources, de planifier les ressources. Et on voit que ce service public territorial, cette notion-là, est un élément de dialogue positif entre les acteurs. C'est déjà un petit succès. Donc je vous assure. Les présidents... Non. Alors, pour mes collègues de l'ARS qui dialoguent avec les collectivités locales, avec les présidents de département, je pense que dans la crise, ça n'a pas été souvent des dialogues très faciles. Ça, on a l'impression que ce que nous proposons permet de retrouver
une confiance, un équilibre entre le rôle de chacun, à construire, bien entendu. Tout ça, c'est pas cousu de fil blanc. Mais on voit bien que cet élément-là de service public territorial d'autonomie, ça parle aux gens, arrive à trouver les interfaces, les objectifs entre eux. Donc, voilà. Ce qu'il faudra, effectivement, il y a quelques modifications législatives. Il y en a quelques-unes à faire, bien entendu. Et après, continuer ce dialogue de concertation entre l'État et les collectivités locales et entre les acteurs. Et donc de continuer ce travail qui n'est, je vous le dis, qu'une proposition, hein, je vous l'avais ici, qui est à débattre, qui est à... Voilà, c'est mise à la discussion que j'ouvre avec, bien sûr, envie et délectation. Merci à tous. Merci beaucoup, Alexandre. Cette présentation, oui, il va y avoir des questions. C'est effectivement pas un nouveau dispositif, mais vous imaginez côté usager qu'en fait, il y a un guichet et qu'on ait les réponses. Je ne sais pas si vous l'imaginez, quoi. Et alors que le guichet A ne nous renvoie pas au guichet 2, au guichet 3, au guichet 4, ce qui crée, ce qui engendre de la complexité. Toute la base, en fait, elle est là, elle est très simpliste à la base, et après, ça donne quelque chose qui oblige, par exemple, l'État, l'ARS et le conseil départemental à échanger en permanence. Il y a des endroits où c'est le cas et d'autres où c'est pas le cas et c'est pas évident. Oui, Gérard. Merci Alexandre. Ce n'était pas un exercice facile. Je pense que tu as bien remarqué les différentes réactions à la fois implicites, explicites, émotionnelles, affectives et autres. D'abord, je te remercie à nouveau personnellement parce que tu reviens de congé et non, mais c'est pas rien. Je pense qu'il faut le rappeler à tous. Et c'est un exercice difficile parce que là, c'est un beau projet. Moi, je me pose la question, comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, on découvre l'existence de 2 ministères? Il y a un ministère de la Santé, il y a un ministère de l'Autonomie. Tiens, merde alors. Vers un service public territorial d'autonomie, c'est un beau projet, mais il va falloir faire avec ces 2 choses-là. La deuxième chose, on aimerait tellement que les ARS puissent véritablement s'imprégner et suivre, entre guillemets, certaines grandes orientations nationales et pas faire forcément leur propre business régional. Ça, c'est une clé de cohérence à l'échelle nationale, c'est une clé de cohérence entre le national et le régional. Et ça, c'est un élément qui est encore assez faible, me semble-t-il, alors au regard de ce changement de ministère, mais également au regard, finalement, des liens entre l'ensemble des organismes d'État et les ARS. Donc la question, c'est est-ce que se projeter vers le service public territorial d'autonomie, c'est pas aussi renforcer la façon dont les ARS s'imprègnent et suivent des grandes orientations et les mettent en œuvre d'une façon relativement homogène quand même sur le territoire français, parce qu'on vit, nous, les DAC, des choses très hétérogènes. Et d'autre part, essayer de comprendre pourquoi il y a 2 ministères alors qu'on parle d'une seule et même chose. Mais merci Gérard, je reviens de ça va, c'est plutôt agréable, c'est pas non plus... non, mais je crois que, après, j'ai un devoir de réserve par rapport à ça, bien entendu, mais en fait, on est le fruit de notre histoire institutionnelle. Je veux dire, la création de ce ministère, vous le voyez bien, on a effectivement un pôle santé extrêmement fort et de l'autre côté un pôle médico-social. Et donc finalement, on est un peu le reflet de ce gouvernement-là, le reflet de notre histoire institutionnelle, de notre culture de prise en charge des personnes âgées. Vous êtes dans d'autres pays où c'est différent. Il faut regarder un petit peu ce qui se fait à l'extérieur. Mais dans tous les pays, en fait, tout le monde recherche un peu cet élément-là, cette articulation entre le social, la prise en charge sociale, d'accompagnement et la prise en charge aiguë, technique, clinique. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on essaye tous de trouver des solutions. Et je pense que, quelque part, ce gouvernement est assez classique par rapport à ça. Enfin, je dirais, il est vraiment dans la droite lignée de ça. Après, il y a peut-être une petite lueur d'espoir, mais c'est peut-être mon côté optimiste, qui est de dire, dans ce qui a été annoncé dans la volonté de dialogue, je pense que c'est aussi à vous, collectivement, à montrer aujourd'hui ce besoin impératif de peut-être revoir notre ministère santé sociale. Je ne vais pas faire l'histoire du ministère de la Santé, mais enfin, vous voyez bien qu'on navigue dans les intitulés entre soit un ministère santé autonome, un ministère... Enfin, on a l'autonomie, tout ça, ça traduit quand même des signes importants. Et après, sur les ARS, je serais un petit peu plus nuancé. Je pense qu'il y a des ARS qui ont pris le chemin de la coordination un peu plus tôt que d'autres, avec des acteurs peut-être aussi plus proactifs dans leur territoire.
C'est ce qu'on a vu, hein. Très concrètement, quand vous aviez des territoires comme bien sûr Nancy, mais ailleurs, qui étaient extrêmement dynamiques. Voilà, on a vu aussi l'ARS s'imprégner aussi de ces volontés d'acteurs, de se mettre aussi un petit peu en dialogue. Donc je pense que non, je pense que c'est vraiment très territoire dépendant. C'est vraiment... On a quand même une chance là avec de mettre ça avec la création de la 5e branche et la CNSA qui arrive là-dedans. C'est le sujet qui est compliqué derrière. C'est bien ça quand même, parce que le financement va quand même être centralisé maintenant. Il est là. En fait, la prochaine étape, mais on le disait en aparté parce que tout ça n'est pas... Voilà, c'est aujourd'hui... Moi, si j'avais un souhait aujourd'hui, parce que je pense intimement que nous sommes dans une certaine maturité de ces organisations interstitielles entre l'établissement, l'hôpital, le domicile, autour de la création des CPTS, autour de la création des DAC. Je trouve que, et des GHT bien entendu, je trouve qu'il y a quand même collectivement, même si on ne s'en aperçoit pas, une structuration, alors le mot fait peut-être un peu peur, mais une territorialisation, une sectorisation des acteurs qui peut-être va permettre beaucoup plus d'organisation, de faciliter de ces organisations sur cette planification. Par contre, la vraie question qui est derrière, c'est la question du financement de ces nouveaux métiers-là. Là, on ne sait pas faire. Là, on n'est pas très bon. Là, je pense qu'il y a un véritable effort collectif pour s'affirmer, pour trouver des voies de financement, je dirais, beaucoup plus pérennes. Moi, je ne suis pas inquiet sur le financement. Par contre, je suis plus inquiet sur la manière de concevoir ces financements. On manque de réflexion, de travaux, même si je citais l'article 51, je pense qu'il y a des choses qui vont émerger, donc qui vont être assez intéressantes. On n'était pas allé au bout de pas RPA par rapport à ces travaux sur la forfaitisation de la prise en charge d'une personne autour d'acteurs. C'est extrêmement compliqué de financer plusieurs acteurs sur une même personne pour une même prise en charge. C'est facile, je dirais, abstraitement, mais techniquement, c'est extrêmement compliqué. Mais je pense qu'il faut avancer là-dessus. Je pense qu'il faut véritablement avancer sur les données microéconomiques de vos activités, de la catégorisation de cette prise en charge collective. Ça, moi, je suis... Sinon, je pense que ça se fera sur votre dos. C'est un peu mon sentiment. Bonsoir, Théo Combe, président du DAC du Tarn, et médecin généraliste libéral de premier recours et président par ailleurs d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Bon, je crois que sur le fait de rapprocher tous les acteurs, tout le monde ici est d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Là où je me choque un petit peu quand même de votre présentation, c'est que finalement, vous nous présentez un système dans lequel il y aurait une espèce de bicéphalie, conseil départemental, ARS, et j'ai l'impression que ça constituerait un gros retour en arrière par rapport à justement tout ce qu'on a construit sur le terrain. Voilà, avec toute l'estime que j'ai pour l'ARS, pour les ARS, je pense que les soins, que ce soit dans le sanitaire, les prises en charge, que ce soit dans le médico-social ou dans le social, ben, ce sont les professionnels avant tout qui les portent. Hein. Et donc, ce qui a été construit quand même ces dernières années, c'est un système ascendant. Hein, en faisant confiance au terrain, en partant du terrain et en l'aidant à se structurer. Hein, et alors, si c'est pour finir comme ça, c'était pas la peine de nous dire de créer les CPTS. Hein, voilà, l'intérêt, c'est que justement, les CPTS et les DAC en plus, il y a eu tout un travail, je finis, pardonnez-moi, sur la gouvernance des DAC. Ça n'a pas été sans heurts d'ailleurs pour trouver cette fameuse gouvernance équilibrée. Mais voilà, on a vraiment quelque chose d'équilibré avec des intervenants qui sont tous ceux qui sont concernés, et puis surtout avec un ancrage dans le terrain. Donc c'est vrai qu'en jouant un organigramme tel que vous le présentez, j'imagine que c'était dans une réflexion assez globale que c'est venu spontanément, mais
voilà, je voudrais vous dire, voilà, n'oubliez pas les soignants, n'oubliez pas les travailleurs sociaux, n'oubliez pas tous ceux qui finalement font réellement vivre tout ça, portent les projets dans la réalité. Et voilà, on a besoin surtout d'être soutenus par vous. Merci. Merci pour l'interpellation, mais alors soit j'ai dû peut-être mal m'exprimer ou mal me faire comprendre, mais il n'y a pas du tout d'antinomie par rapport à ce que vous dites là. Je ne vois pas en quoi on vous impose des organisations. Aujourd'hui, on essaye simplement de rapprocher, de peut-être donner de nouvelles orientations communes, avec peut-être des objectifs nationaux, avec des déclinaisons territoriales, pour aboutir aujourd'hui à des organisations qui commencent à collectives, hein, qui sont en difficulté. Donc on ne remet pas du tout en cause, justement, je vais m'exprimer, on ne remet pas du tout en cause ce qui a été fait aujourd'hui. Je ne vois pas là, votre CPTS, elle est toujours là. Hein. La DAC, elle est toujours là, hein, dans l'organisation. C'est pas parce qu'on vous met dans une commission qui vous définirait un peu mieux dans les missions qui seraient les vôtres, en quoi ça remet en question votre pratique des professionnels, vos besoins, parce que c'est vous qui allez les définir avec vos objectifs. Par contre, c'est de les remettre en cohérence au niveau plus global. Vous avez peut-être, vous, l'impression que les choses sont en cohérence, mais je peux vous dire, sincèrement, sur beaucoup de territoires, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de diversité, d'hétérogénéité qui sont préjudiciables aujourd'hui, non pas d'un point de vue, mais d'un point de vue beaucoup plus large. Je reprenais l'exemple, la tarification, c'est quand même un petit peu inquiétant. La planification aussi. Aujourd'hui, vous avez quand même 2 planificateurs sur la question du grand âge. État, collectivité locale. Comment on fait? Les hôpitaux, enfin, c'est toutes ces questions-là, en fait, hein, sur tout ce qui va être sur le logement interstitiel, etc., qui va être les logements intermédiaires, ça va être quand même des éléments d'avenir. Comment on planifie tout ça? Si vous n'avez pas un dialogue renforcé entre, au sens large, État et collectivité locale, et les acteurs qui contribuent à ça, je pense qu'on va... Il ne faut pas opposer les deux. Je pense que ce dialogue de dire on fait des choses... Non, c'est... est-ce que vous dialoguez avec la MDPH dans votre organisation? Oui, mais moi je prends 10 exemples où ils ne le font pas. Vous n'avez aucune convention qui est passée entre la CPTS et la MDPH. Je ne dis pas que c'est forcément une loi, mais je ne dis pas que tout ne sera pas inscrit dans la loi. Par contre, il y aura une ambition commune, ce que je disais au début, autour d'une ambition commune qui s'appelle le service public territorial de l'autonomie, sur lequel vous pourriez, je le mets au conditionnel, vous reconnaître en tant que professionnel, avec des objectifs de qualité de prise en charge, d'efficience, de moyens, de planification. Et qui ne soit pas uniquement ce qu'on expliquait, une vision collective État issue. Quand je dis État, il faut le prendre au sens professionnel de santé, peut-être. C'est là où je m'exprime peut-être pas suffisamment. Objectif professionnel de santé. Est-ce que lorsque vous faites une planification, vous pensez aux objectifs des professionnels sociaux? Est-ce que vous avez conscience de ça? Peut-être, si vous faites, c'est excellent. En tout cas, c'est cette approche globale qu'on souhaite tous. Mais est-ce que vous le faites objectivement? Non. Non. Mais en tout cas, pas de manière uniforme sur tout le territoire français. Mais je vois cette... mais je pense qu'opposer les deux, bon, en tout cas, je ne me reconnais pas dans votre critique, mais je l'accepte totalement. Ouais, donc, Marc Westman, je suis président de l'Union des réseaux en Auvergne-Rhône-Alpes et je suis directeur de l'Union des DAC en Auvergne-Rhône-Alpes et je suis directeur d'un DAC en Isère. Je vous parlais franchement, quand je vous écoute, j'hésite entre est-ce que ça va rajouter du bazar au bazar ou est-ce que ça va vraiment nous aider? Et c'est vraiment une question que je me pose. Hein. Juste, je vais reprendre 2-3 points. Vous avez parlé à juste titre Maya, PAERPA, réseau. Quand c'était chacun les bébés d'une administration, d'un côté la CNAM, de l'autre côté la CNSA, de l'autre côté la DGOS, et on nous disait, mais vous, là, sur le terrain, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas coordonnés, vous ne travaillez pas ensemble, et pour chacun portait uniquement et seul son organisation. Et un jour, il y a eu une bonne idée, ils se sont mis autour d'une table, et on a dit, on va peut-être un peu... effectivement, agir autrement, et on a pensé DAC. Ok? Si, je vous promets qu'on a pensé DAC. En tout cas, il n'y a plus de PRPA, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus de Maya,
est censé avoir le DAC. Et quasiment, ça naît, et ici, on commence à vivre. On commence à avoir cette démarche globale. Vous venez nous dire, ouais, il faudrait peut-être que vous pensiez à la démarche globale. Je vous promets que la démarche globale, ça fait 20 ans que je la pratique, et ça fait 20 ans que je la pratique avec le sentiment que derrière, l'ARS et le département a beaucoup de mal, et que l'État n'est pas beaucoup mieux. Je rappelle que le DAC était à peine né, que le dispositif 360 sortait, pour beaucoup, on ne sait pas d'où, et qui tombait en disant, mais si vous inquiétez pas, ça c'est de la coordination. On va vous expliquer comment travailler coordonné. Moi, j'ai un gros doute. Où je vous rejoins totalement, c'est que pour nous aider, il y a besoin d'une cohérence des politiques publiques. Il y a besoin que, effectivement, pas que État et département. État, département, CNAM, service, c'est aussi un acteur essentiel, travaillent dans le même sens. Si vous me dites que ce que vous proposez, c'est ça, banco, on vous suivra. Si vous nous dites ce que vous nous proposez reviendra demain à venir nous engueuler en disant vous ne travaillez pas assez de coordonnées, est-ce que vous parlez avec l'hôpital, est-ce que vous parlez... Mais oui, on le fait, on essaye depuis des années de le faire, et je vous promets que ce n'est pas qu'une mauvaise volonté des acteurs, c'est aussi un problème de politique publique et d'organisation des politiques publiques. Et tant que ce n'est pas ça qui changera, ça ne changera pas réellement sur le terrain. Mais, oui, mais pour réunir des politiques publiques, il faut être d'accord sur les principes et sur les concepts. C'est-à-dire que là, ce que vous dites là, je souscris totalement. Simplement, si je refais un tout petit peu l'histoire des DAC, il y a aussi un élément dans le dialogue où on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que la présence des collectivités locales reste toujours plus ou moins facultatif. Ah, oui, mais... Je veux dire, vous dites, il y a eu des avancées, oui, mais vous voyez bien que même dans ce dernier texte, on voit bien que... Pardon? Qui l'a demandé quoi, pardon? Ah bah c'est dans les discussions, c'est-à-dire que si on reprend un petit peu la genèse... Le département est dans le DAC. Hein. Enfin, je veux dire, s'il y a deux... Ah non, alors, dans la loi, après comment c'est mis en œuvre, je ne sais pas... Mais CPTS et département, c'est deux acteurs complémentaires. L'hôpital n'est pas cité, les CCAS ne sont pas cités, dans les textes sont cités, dans la gouvernance, département et CPTS. Je ne dis pas que c'est fait, effectif, 100% efficace, oui, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc voyez bien que sur les territoires, etc., ce concept de DAC, etc., n'a pas réussi à... On est né, il y a combien? En juillet, on est au mois d'août, le DAC n'a pas réussi. Comment voulez-vous dire, au bout d'un mois, le DAC n'a pas réussi? Écoutez-moi, ce que j'interroge, ce n'est pas les DAC, mais ayant un dialogue sain, on voit bien que d'un point de vue pour les collectivités, beaucoup de collectivités locales ne se sont pas senties concernées par cette réforme-là. Ah bah oui, c'est ce que je dis, c'est pas autre chose. Donc, mais le DAC, je dis pas le DAC, mais ne faites pas de mes propos autre chose que ce que je dis. Je dis ce n'est pas vous le DAC, ça vous repose pas sur vos épaules. C'est une responsabilité collective entre les élus de l'État, des collectivités locales et des acteurs. Quand je dis le DAC, on voit bien que dans l'accompagnement qui a été fait dans la création des dispositifs d'appui à la coordination, il y a un maillon qui n'a pas été suffisamment travaillé, c'est ce dialogue avec les collectivités locales dans la rédaction de cette loi-là, à tel point que des départements ont découvert ça au JO, et on se dit, ah, on est en train d'ouvrir un nouveau truc, on va m'enlever et tout ça, parce que c'est ce que je dis depuis le début, ce hiatus historique qu'il y a dans notre système, quand il a été créé, enfin quand il a été conçu, et ce dialogue de concertation qu'il y a eu, la fac s'était présentée, plein d'autres gens, les collectivités locales, je pense, n'avaient pas perçu, il n'y avait pas une sensibilité suffisante aussi au niveau du ministère sur la sensibilité au niveau des collectivités locales sur ce sujet-là. Donc, vous êtes en train de nous dire, on n'a pas assez bien bossé au niveau ministériel, on n'a pas assez bien bossé ensemble avec les départements, on a créé une loi qui a bougé des centaines de salariés, qui a bougé des centaines d'organisations, qui se crée sur tous les territoires, et vous dites, bon, non, effectivement, aujourd'hui, non, mais c'est pas bien. Non, mais... Alors qu'on n'a pas commencé. On n'a pas commencé. Arrêtez de vouloir penser demain, dites-nous comment vous pouvez vous améliorer, ça oui.
Dites comment on peut, à partir de ce qui est créé aujourd'hui sur les territoires, aller vers un service plus efficace. Dites attention, c'est important d'être en lien avec cette... Eh bien justement, dans ce service plus efficace, justement pour se comprendre, parce que visiblement on a une difficulté de compréhension, et j'essaie de vous expliquer les choses en toute transparence, en toute modestie, de voir comment les choses se font petit à petit en fonction des évolutions. Bon, vous semblez avoir une réponse comme ça, mais pas si évident que ça non plus. Et de l'autre côté, par rapport à ce dialogue avec les autorités, c'est ce que j'ai dit depuis le début, ce hiatus historique qui a de penser la santé uniquement avec les acteurs de santé et très peu avec les collectivités locales et pas insuffisamment avec les collectivités. Aujourd'hui, on voit bien ce besoin qu'il y a de retrouver des organisations, des dialogues, des responsabilités communes qui aujourd'hui se sont étiolées, qui n'existent pas ou qui ont été mal, qui ne sont pas aujourd'hui au niveau des enjeux. Ça vous semble évident comme ça, mais venez travailler au ministère, je vous invite, vous verrez que ce n'est pas si évident que ça. Mais je suis pas en train de dire que vous ne le faites pas. Je veux dire que c'est bon, on va pas faire un dialogue à deux, c'est pas ça le but. Mais ce ressentiment qu'il y a là, je le comprends, je le reçois, mais en même temps, Mais en quoi je vous ai... Est-ce que je vous ai parlé de pignouf? C'est vous, là, qui faites... On fait une proposition, elle est... de revoir... On ne dit pas que tout est... On dit que les choses... Je vous ai dit qu'on est passé sur des... On a pris le meilleur de ce qui est fait sur les territoires pour essayer de le développer pour que tous les territoires arrivent à ce bon niveau-là. En quoi ce discours-là est stigmatisant? Je ne vois pas, mais bon... Hein? Si, on va je vais essayer de passer à autre parce chose. Il y a une question là, et puis il y a monsieur qui lève la main, et puis après on clôture les deux dernières questions, et puis après on vous invite, Marc et toi, à discuter en aparté. J'espère qu'il a envie d'écouter, mais bon, j'ai pas l'impression. Je vais juste... d'écouter. Allez-y, ouais. En tant que bon élève, je suis du Morbihan. On intègre effectivement dans nos DAC l'émission CLIC. Actuellement, on co-construit la communauté 360 et c'est pas simple. Mais quand même, une question. Comment inciter un conseil départemental, sachant qu'il y a une partie politique? Autant une loi peut inciter des orientations nationales, autant la volonté des conseils départementaux... On y est. C'est exactement ça. C'est cette proposition dans ce rapport-là. C'est comme vous dites, alors peut-être que dans tout ce que j'ai dit, il y a un flot, etc. Mais on est à la limite de l'article 71 de la Constitution entre l'autonomie des collectivités locales sur ce champ-là et les compétences de l'État. Comment on fait pour faire se dialoguer à ce niveau-là? Et d'une certaine manière, j'ai parlé de co-responsabilité. De nouvelles responsabilités autour d'un nouveau service public territorial. C'est bien pour, entre parenthèses, retrouver un dialogue équilibré entre les collectivités locales et l'État pour que les différents acteurs puissent, dans leur gouvernance et dans leur quotidien, ne pas, entre parenthèses, trop subir de différences ou de changements, ou etc. Ou d'avoir un peu plus de cohérence. De ne pas, par exemple, si on a des choses très concrètes, créer un lieu d'accueil d'information tout seul, sans regarder ce qui a été fait auparavant ou qui a été fait par l'ARS ou d'autres, et donc de fait, de se coordonner de ce point de vue-là. Et donc, d'éviter la redondance de choses. Voilà, c'est ça l'objectif, notamment en matière d'information. On a pris l'exemple sur les mutualisations des évaluations. Voilà, ça c'est une vraie... Pourquoi on ne reconnaît pas l'évaluation qui est faite par l'autre acteur? Ça c'est vrai, c'est vraiment topique. Entre ce qui est fait effectivement par les caisses, ce qui est fait par le département. Enfin, on voit bien là des gains d'efficience pour les familles, pour les patients. Une dernière question. Alors, Attends. une remarque. Ouais. Il y avait monsieur qui attendait avant, pardon, excuse-moi. Juste monsieur derrière et puis après. Arnaud Claquin, Var Ouest. Donc moi j'ai été responsable de réseau, de Maya et de DAC. Donc l'évolution de l'actualité, comme vous disiez, dans les 15 dernières années, je la constate.
Et je me rends compte que le diagnostic qui est fait, finalement, c'est le même que depuis il y a 15 ans. Quand on parle d'intégration, de bicéphalité au niveau des politiques territoriales ou nationales, on se rend compte que oui, il y a une vision de la CNSA, de l'assurance maladie, de la DGOS, et que c'est déjà peut-être une première brique, ce que vous proposez, en tout cas, il y a déjà une première concertation au niveau local de discussion entre les ARS et les départements. Ces deux institutions s'observent, travaillent ensemble, mais pas vraiment. Je donne des exemples tout bêtes. Dans le texte sur le DAC, on laisse la possibilité au CLIC d'intégrer le DAC. Sur mon territoire, en tout cas, ils se sont dit non, on ne sait pas trop où on va, et puis on a une peur de décentralisation aussi, donc peut-être que si on s'investit là-dedans, dans quelques années, l'État va nous dire finalement la santé c'est sympa, vous allez le prendre aussi sur le département, avec les problèmes financiers qu'il peut y avoir, parce que quand il y a délégation, il n'y a pas forcément le même volume financier qui est intégré, parce qu'ils l'ont déjà vécu plusieurs fois, donc il y a aussi cette historique, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important d'avoir cette historique-là. Sur le terrain, en tout cas, je rejoins mon collègue de l'Isère, c'est vrai, on essaye de bosser avec eux constamment, on y arrive, on n'y arrive pas, mais certainement c'est parce qu'il y a un problème de bicéphalité, peut-être même de tricéphalité, si on va un peu plus loin là-dessus. Et tant que je pense qu'on n'aura pas résolu cet aspect-là au niveau national, qui est décliné au niveau local, ce sera compliqué. Alors ça, c'est une première étape aujourd'hui de dire on va l'instaurer par la loi et on a une grande orientation où on dit on travaille ensemble. C'est un premier point. Peut-être qu'il faudrait aller un petit peu plus loin. Attends, je finis juste 2 secondes. Ouais. Peut-être je me dis qu'il faudrait encore aller un petit peu plus loin. Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, moi je bosse beaucoup avec les services de la police, par exemple, de la justice. Et pour moi, ça fait partie de la santé. Parce que les personnes qui ont des problématiques, et c'est ce que vous disiez ce matin, les personnes qui ont des problématiques de santé, elles ont des problématiques sociales, et elles ont des problématiques judiciaires. Et des problématiques qui sont relevées par notre système de santé comme point de rupture, notre solution aujourd'hui, c'est dire, et sur par exemple les troubles du comportement, c'est judiciariser la situation. Ça, ni le social, ni le santé peut le faire. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être imaginer encore aller un petit peu plus loin et de se dire que finalement cette cloison santé, c'est vraiment une politique transversale, comme est aujourd'hui le développement durable ou autre, c'est une politique transversale entre plusieurs ministères et qu'il n'y a pas cette cloison qui est construite dès le sommet de l'État et qui du coup se reproduit au niveau local. Oui, mais en tout cas, c'est un premier point et moi je trouve que c'est une avancée là-dessus. Voilà, là, on est plutôt dans ce que... Alors là, je pense que vous avez fait un petit peu en synthèse ce que j'essaie de présenter, mais regardez sur ce que vous dites là, pour travailler en transversalité, il faut savoir le faire, il faut avoir les organisations, il faut avoir aussi les objectifs, et nous on appelait ça un cahier des charges commun. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'objectifs communs. Si on prend, alors on peut dire il y a toujours le bien-être de la personne, etc. Mais d'un point de vue un petit peu, et même après en termes de sources de financement, qu'est-ce qui fait que on va travailler en commun, etc. Donc là, si on arrive à objectiver un petit peu plus ça, à se mettre d'accord sur un cahier des charges national avec des grands objectifs de qualité de prise en charge, je veux dire assez, assez simple, mais après avec une déclinaison territoriale, parce que tout le monde ne pourra pas faire du jour au lendemain une réponse en 24-48 heures, non, ça c'est pas réaliste. Mais par contre, d'aller vers ce genre d'objectif, d'être accompagné pour avoir les méthodes, etc., oui, là on peut arriver à faire des choses intéressantes, voir comment travailler ces interfaces. Là, je pense qu'on est sur quelque chose d'une dynamique territoriale. Mais il faut bien partir d'un point commun. Et ce point de commun de ralliement entre collectivités locales et État, et caisse, etc., à notre avis, pourrait être, c'est ce qu'on soumet, cette notion de service public territorial. Donc c'est bien une notion, un principe, décliné après avec des objectifs communs au niveau national et des objectifs territoriaux. Voilà, qui après pourront faire que cette coordination, cette mayonnaise prenne beaucoup plus efficacement, de manière beaucoup plus... Et c'est quand même nous, pour éviter ce que vous dites avec les évolutions, c'est d'arrêter... Enfin, ce qui a quand même été au fond de nos travaux, c'est de se dire, à chaque fois, mais Eliane peut en être témoin ou d'autres, si on avait un nouveau 360, si on avait un nouveau DAC, si on avait un nouveau... Mais on aura. Est-ce qu'il s'intègre dans ce qu'on a pensé collectivement? Eh bien oui. Sauf à trouver une 5e grande mission, mais on peut peut-être après voir les choses un peu différemment, mais elle s'intègre là. Le 360, la collègue du Morbihan le disait très clairement, là vous le prenez dans le schéma là, vous le pointez. Après, comment il s'organise? C'est vous, avec cette conférence territoriale, avec l'ensemble des acteurs, qui définissez qui aura
la délégation de ce nouveau dispositif d'accompagnement. Et comme le dit très bien Yann, il y aura de nouvelles choses, et heureusement qu'il y aura de nouvelles choses. Heureusement. Par contre, le dialogue ne pourra se faire qu'avec les acteurs en présence, déjà sur le territoire, qui s'occupent, qui s'organisent, qui gèrent les personnes sur le champ de l'autonomie. À tel point, pour trahir un petit peu des choses, mais qui ne sont pas, on s'était dit, jusqu'où on peut écrire, on avait commencé un peu à écrire, dans quelle mesure, mais c'est quasiment inconstitutionnel, hein, dans quelle mesure on pourrait rajouter dans la loi, vous ne pouvez créer de nouveaux dispositifs que si, oui, mais dans l'écriture c'est quasiment, c'est quasiment impossible au niveau législatif. Ce serait quasiment du constitutionnel de dire vous ne pourrez créer qu'un dispositif que s'il s'intègre dans le service territorial. En gros, ce qu'on demandait nous, c'était une obligation en cas de nouveau ministre qui invente un nouveau truc, voilà, qui s'articule obligatoirement avec l'existant. Et là, ça, on nous a dit que c'était pas possible. On est aux frontières de tout. Et après, on va s'arrêter, mais c'est vraiment passionnant. Et vous imaginez les heures qu'on a passées dans les ateliers. Mais ce que dit Marc est tout à fait juste, et c'est après une histoire d'humain. Mais maintenant, sur un autre, Marc part, ou un nouveau président de conseil départemental arrive, un nouveau directeur général d'agence arrive, tout ça est sur la bonne volonté. Et heureusement qu'autour des situations individuelles, le bon sens l'emporte. Et là, ça ne se discute pas. On est tous là. Et heureusement, vraiment, autour des situations individuelles, tout le monde a le bon sens de se mettre autour de la table et d'essayer de bosser ensemble. Sauf que tout ça peut être extrêmement compliqué avec des histoires de personnes où on a tous vécu au fur et à mesure des années des portes qui se sont ouvertes, changement de responsable, la porte se ferme. Alors que si on a quelque chose, on prend le temps, Marc, de réfléchir. Effectivement, c'est un peu technocratique, c'est tout ça. Mais on le pense au niveau, et c'est un travail de grande modestie qui a été fait au niveau de l'État, etc., de dire, on travaille en silo, on avait plein de gens autour de la table, des gens qui ont des penseurs et des, j'ai pas envie de dire technocrates, mais des planificateurs, et qui écoutent tout ce qu'on a dit avec Corinne qui était là. Enfin, on était quand même un petit nombre d'experts de proximité à dire ce que tu disais, et c'est après comment est-ce qu'on écrit quelque chose qui fasse qu'on dépasse l'humain dans toutes les actions, et que ça soit défini au-delà de tout ce que nous, on est hyper convaincus parce qu'on reste jusqu'à 6h30, alors que normalement on aurait dû terminer à 6h, et que Boris n'est pas content parce qu'on n'a pas fini, mais qu'on est tellement passionné par nos sujets qu'on a envie d'avancer. Comment est-ce qu'au-delà des individus, on arrive à ce que sur tous les territoires en France, on ait une équité d'accès à la santé au sens large. Et je rajouterais... Vous avez toute la nuit pour réfléchir. À demain 9h.